Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet peu discuté dans la communauté sceptique mais qui s'appelle le burn-out sceptique. Alors je profite d'une petite balade dans la nature pour vous en parler. Alors le burn-out sceptique, c'est le fait qu'il y a des individus qui ont été très investis dans la communauté sceptique à un moment donné, qui ont fait des contributions très intéressantes à la communauté, et puis qui tout d'un coup disparaissent. Et on n'entend plus jamais parler d'eux. Pour ne donner qu'un seul exemple, parmi beaucoup d'autres, il y a Dorian Nerdal, qui était le co-créateur de Bruxelles Scepticopub, et qui pendant des années m'a aidé à organiser Scepticopub à Bruxelles, avant que le comité para ne le reprenne. Et puis qui a fait des conférences très intéressantes que vous pouvez écouter sur le podcast. Et puis après un certain temps, il a complètement disparu de la circulation. Donc ça c'est le burn-out sceptique. Évidemment c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, je peux en donner beaucoup d'autres, mais ça ne présenterait pas d'intérêt. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce qu'évidemment j'ai l'impression que Jérémy Royaux est à 200% en burn-out sceptique et qu'il est très peu probable qu'il continue à produire des vidéos pour la chaîne. Et que même moi aussi je suis un peu en burn-out et j'essaie de me remotiver en faisant cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui peut amener une situation de burn-out sceptique? Évidemment, il y a beaucoup de raisons. S'investir dans la communauté sceptique, ici je ne parle pas juste de consommer les productions sceptiques, mais vraiment de s'y investir, d'être actif. C'est une forme de militantisme et donc ça prend de l'énergie. Et puis avec le temps qui passe, on peut se dire qu'on peut être amené à changer et à se dire qu'on va investir cette énergie ailleurs. Simplement, avec le temps, les centres d'intérêt peuvent changer et puis finalement, s'intéresser au sujet, même si le scepticisme scientifique a une étendue très très vaste, il y a quand même des sujets autres que les sujets sceptiques évidemment, et donc on a envie de s'intéresser à autre chose. Par exemple, Jérémy, pour l'instant, il s'est très fort investi dans les arts martiaux, et donc il a moins de temps à consacrer au scepticisme. Ou moi-même, pour l'instant, je suis plus passionné par les analyses littéraires autour du Seigneur des Anneaux avec la sortie de la série Les Anneaux de Pouvoir, ou encore par la phénoménologie japonaise, que par les sujets classiques du scepticisme. Mais, par exemple, moi et Jérémy, on peut faire des vidéos sur le bullshido, on en a fait un certain nombre, mais elles ne sont pas extrêmement populaires. C'est un sujet que moi et lui on trouve important, mais qui est quand même assez minoritaire en termes d'intérêt dans la communauté sceptique. Et puis, oui, voilà, si je fais des vidéos sur les anneaux de pouvoir ou sur la phénoménologie japonaise, les gens vont me dire, mais quel est le rapport avec le scepticisme scientifique? Donc, il y a quand même des sujets qui sont en dehors du champ du scepticisme, et donc, si on se met à s'intéresser si nos centres d'intérêt changent, forcément avant j'étais absolument super passionné par l'ufologie, la cryptozoologie, la parapsychologie, donc j'étais à fond dans les sujets centraux du scepticisme. Mais voilà, après j'ai fait ma thèse de doctorat sur le phénomène OVNI, et puis après un peu comme tous les thésards, voilà, comme j'ai pas un poste d'enseignement et je parle pas de phénomène OVNI toute la sainte journée, c'est pas mon job. Mais après ma thèse, c'est un sujet, j'avais l'impression d'un peu en avoir fait le tour, et effectivement en plus l'ufologie c'est un peu toujours un éternel retour avec les mêmes choses qui reviennent sans arrêt, donc pas forcément un sujet passionnant sur le très long terme. Une fois qu'on est convaincu qu'il n'y a pas vraiment de visiteurs extraterrestres de notre planète, on peut s'intéresser longtemps au sujet, mais voilà, ça finit par lasser quand même. Mais un autre aspect plus important, je pense encore, que le fait que simplement on change à travers le temps, c'est l'adéquation qu'on a avec la communauté sceptique. Et pour moi, c'est vrai que c'est un peu le problème. Plus le temps a passé, moins je me suis reconnu dans cette communauté. C'est-à-dire que, comme vous le savez, évidemment, moi je suis devenu un zététicien ou un sceptique dans le courant des années 90, et le paysage du scepticisme ou de la zététique à l'époque était extrêmement différent de celui actuel. Et c'est vrai que j'ai essayé de suivre les mouvements et les évolutions du mouvement à travers le temps. Mais malgré tout,
finalement, la zététique telle qu'elle est pratique, ou le scepticisme tel qu'elle est à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, ça ne me correspond plus vraiment. Ça ne correspond plus vraiment à ce qui m'avait passionné au départ. Donc, il y a vraiment une sorte de décalage qui s'est créé entre mes centres d'intérêt et l'ensemble de la communauté. Et je crois que c'est vrai que c'est un processus qui s'est produit au fur et à mesure des années. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est arrivé tout d'un coup, mais c'est vrai que après le REC numéro 2 là, et les événements dont vous avez tous entendu parler qui se sont déroulés au REC, les réactions de certains créateurs de contenu par rapport à ces événements, en fait voilà, moi et de toute façon d'autres, je suis pas le seul, on a du mal à se reconnaître là-dedans. Et du coup, après, voilà, j'ai pas forcément envie de tout le temps aller dire ouais, mais c'est pas ça, enfin, ouais, à être sur une sorte de posture de combat pour aller convaincre les gens de pratiquer la zététique plus dans mon style, ou le scepticisme plus dans mon style. À un moment, c'est fatigant, et de toute façon, c'est une perte d'énergie, donc à un moment on se dit ils font leur truc, et puis moi je vais m'intéresser à d'autres sujets, quoi. Et je pense que c'est ça aussi que je trouve très décourageant par rapport pour moi, juste pour moi, par rapport au mouvement sceptique qu'il existe actuellement. Oui, il faut quand même dire que beaucoup de gens aussi que j'admirais quand j'étais jeune se sont mis à poser problème, et donc c'est aussi très décourageant. Par exemple, quand j'étais jeune, j'admirais beaucoup Michael Fermer, qui avait fait des travaux super intéressants sur des tas de sujets. Par exemple, ce que j'aimais bien dans ses travaux, c'était à propos du négationnisme de la Shoah, par exemple. Où évidemment, il avait fait Pourquoi est-ce que les gens croient des choses étranges, qui était un de ses livres majeurs. Mais bon, maintenant, il est en plein dans sa croisade anti-wokiste, etc. Alors que s'il y a des camps, moi je m'identifie plutôt comme wokiste. Du coup, voilà, c'est un peu décevant pour moi, ce genre de choses. Ou même Richard Dawkins, oui, voilà. Bon, j'ai jamais été un super méga fan de Richard Dawkins, mais je veux dire, j'étais quand même relativement fan des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Puis du côté de l'athéisme, bon, j'étais athée, donc forcément, je suis toujours athée, mais je veux dire, même si j'ai jamais été super méga fan, quoi, je veux dire, c'était quand même des gens pour qui j'avais une certaine admiration. Puis on voit comment, entre guillemets, ils ont mal vieilli, c'est un peu décevant. Donc voilà, il y a une sorte de décalage qui peut apparaître entre nos convictions et la communauté sceptique, et du coup forcément quand ce genre de décalage apparaît, on n'est plus très motivé à s'engager dans la communauté, c'est ça le problème, je pense. Malgré tout, et je crois que c'est souvent vrai pour les gens qui sont en burn-out sceptique, les valeurs du scepticisme, ou par exemple moi je suis toujours passionné par l'étude scientifique du paranormal, je suis toujours passionné par moi-même avoir un esprit plus critique, donc finalement les valeurs de fond du scepticisme, de toute façon je m'identifie toujours comme un sceptique ou un Z, c'est juste l'état des lieux actuel de la communauté, la manière dont la communauté est pour le moment, avec lequel il y a une sorte de décalage qui s'est créé. Et par rapport à cette idée de décalage par rapport à la communauté actuelle, je pense que quelque chose de fondamental quand on veut être un sceptique ou un zététicien, avant tout, c'est que c'est un hobby, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Et je pense que la zététique ou le scepticisme, ça doit être quelque chose qu'on fait parce que c'est fun, parce que c'est amusant. Moi, la raison pour laquelle je me suis toujours intéressé au phénomène OVNI et à comment expliquer les cas d'OVNI, c'est parce que je trouve ça fun d'expliquer je trouve ça amusant, je trouve ça cool. Ouais. En fait, la zététique, c'est impliqué dans le mouvement sceptique
s'intéresser aux questions auxquelles s'intéressent les sceptiques, réfléchir à tout ça, réfléchir ensemble à toutes ces questions-là, dialoguer sur ces sujets-là. Je pense que c'est très important que ça reste un plaisir. Et je crois que, en tout cas pour moi, une des raisons pour laquelle je suis un peu en burn-out sceptique, c'est que depuis un certain temps, c'est juste plus un plaisir. Ça m'amuse plus en fait. Et je crois que c'est... Bon après, oui, ça vient aussi à cause de Twitter évidemment. Sur Twitter, les discussions ont été extrêmement désagréables ces dernières années, au point qu'en fait j'ai bloqué pratiquement tous mes contacts sceptiques sur Twitter, quel que soit leur camp dans les débats, parce que j'en avais rien à foutre. Et je me suis créé un Twitter principalement axé sur la science-fiction et la fantasy. Désolé pour les gens qui me suivent en espérant avoir du contenu sceptique, parce que j'en retweet très peu. C'est pas du tout ce que je suis sur Twitter. Mais c'est vrai que tous ces débats hyper agressifs sur Twitter, je pense que à un moment, en fait, ça gâche juste le plaisir d'être un sceptique. Alors certainement, pour certaines personnes, c'est d'ailleurs le but, je crois que c'est le comportement basique d'un troll, c'est de détruire le plaisir des gens, mais bon, alors après, il y a des trolls et de la toxicité dans toutes les communautés sur Internet. Il n'y a pas du tout que ça dans le scepticisme. D'ailleurs, pour l'instant, je suis dans les réseaux sociaux sur les anneaux de pouvoir. Là, il y a énormément de toxicité, de trolls. Vous savez bien, des gens qui pensent que tout le monde doit être blanc dans le Seigneur des Anneaux, etc. Et c'est vrai que interagir avec ces gens est assez désagréable. C'est le propre d'Internet finalement. Mais quand je parle par exemple de jeux de rôle ou tout ça, j'arrive toujours à me remotiver, à retrouver de l'intérêt. En fait, il y a toujours une composante de plaisir quand je fais du jeu de rôle ou quand je regarde le Seigneur des Anneaux. Le plaisir est toujours là, tandis qu'en fait, avec le scepticisme, à un moment donné, sur Twitter, etc., on n'a que les attaques incessantes et les débats agressifs entre les gens. Et en fait, quel est le plaisir qui reste? À quel moment est-ce qu'on est supposé avoir du plaisir? Quel est le... Oui, enfin voilà, peut-être quand on va à Bruxelles sceptique au pub et qu'on se retrouve entre potes et qu'on partage une bière et qu'on discute, qu'on reconstruit le monde. Mais bon, finalement, ces moments de, entre guillemets, plaisir sont finalement assez rares. Alors moi, des moments de plaisir que j'ai encore, c'est quand je suis en train de travailler avec Marius sur un sac SOE. Là, on est en train de travailler sur le nouveau tome, et le nouveau tome sur les légendes urbaines, qui devrait sortir dans quelques mois. Et c'est vrai que les moments de plaisir que j'ai, c'est quand j'ai déjà quelques pages et que, avant de dormir, je les lis à mon fils. C'est vrai que ça c'est gai, alors surtout de voir les réactions de mon fils et de commenter avec lui la discussion. Mais encore une fois, c'est par rapport à l'hostilité qu'on peut, ou à l'agressivité de certaines personnes qu'on peut avoir sur Internet. Je veux dire que c'est pas... ces moments de plaisir liés au scepticisme sont finalement assez rares. Et donc au final, c'est de ça dont je voulais parler. Je crois que quelque chose qu'on oublie souvent, c'est vrai qu'il y a quelques créateurs de contenu qui gagnent leur vie en faisant ça, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais je pense que ce qui est important, c'est que le scepticisme et la zététique, ça doit rester un plaisir. C'est quelque chose qu'on fait parce que c'est fun. Et si c'est plus fun, je pense qu'à certains moments, il est temps d'aller voir ailleurs. C'est pas... En gros, on n'est pas... surtout si on n'est pas payé pour... on n'est pas payé pour s'en prendre plein la gueule pour pas un bal, quoi. Et donc... ouais, c'est ça. Enfin, je pense que ça explique quand même beaucoup de... Ça explique chez les créateurs de contenu, surtout du burn-out sceptique, ou les gens très actifs. Mais alors après, je pense aussi... voilà, j'ai donné les raisons. Je crois que dans ceux que j'ai connus qui étaient en burn-out sceptique, il y a souvent eu des problèmes d'adéquation avec la communauté telle qu'elle existait à ce moment-là. Et finalement, être en burn-out sceptique, c'est pas grave, c'est ni bien ni mal. C'est juste quelque chose comme ça qui arrive. Et moi, je suis très reconnaissant à tous les gens qui ont été actifs à un moment dans la communauté, dont on n'a plus parler. Je serai éternellement reconnaissant à Dorian Nerdal de m'avoir aidé à créer Bruxelles Sceptique au pub, même si à un moment, il a complètement
disparaît de la circulation, hein, c'est le cours de la vie, quoi. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Brassard. D'ici là, à une prochaine fois.